Mobilisation générale en Côte d'Ivoire contre la fièvre Ebola. La société civile organise une marche et une rencontre d'information. Agréable jardin hier, dépotoir aujourd'hui, mais où sont donc passés les beaux espaces verts du district d'Abidjan? On fera le constat dans cette édition. Enfin, recrudescence de la violence à Gaza, 27 Palestiniens, dont 3 hauts responsables du Hamas, tués dans des bombardements israéliens. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. 1350 morts, c'est le dernier bilan de la fièvre Ebola publié par l'Organisation mondiale de la santé. Les chiffres font froid dans le dos et face à cette situation, la société civile ivoirienne tire la sonnette d'alarme. Elle a organisé aujourd'hui une marche et une rencontre d'information dans le district d'Abidjan. On fait le point avec Éric Goré et Patricia Omouetia. Plus de 1300 morts causés par la fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest depuis mars dernier. Le gouvernement ivoirien, en plus des consignes données aux populations, a pris d'autres mesures pour empêcher que le virus entre sur son territoire. La société civile refuse d'être en marge de cette mobilisation. Réunie au sein de la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement, elle a organisé une marche suivie d'une rencontre d'information et de sensibilisation contre la maladie. L'Ebola est une réalité. Ce n'est pas la peine de manger la viande de brousse pour le moment. Je consigne à la population d'Ivoiriens, même pas les Ivoiriens seulement, tous les ressortissants africains vivant en Côte d'Ivoire, de respecter les conseils du gouvernement pour éviter les virus Ebola là. Parce que Ebola c'est très dangereux et puis ça tue vite. L'objectif est d'emmener les populations à respecter les mesures du gouvernement. Les initiateurs disent être en phase avec les autorités ivoiriennes pour combattre cette épidémie. L'État fait déjà la possibilité de masse. Mais dans l'action pratique, nous disons haut et fort, il appartient à la société civile d'accompagner le gouvernement, ce que nous faisons aujourd'hui. Le respect des mesures prises par les autorités ivoiriennes, notamment l'interdiction de se serrer les mains et la consommation du gibier, doivent être observées par les populations afin d'éviter la maladie. La fièvre hémorragique, justement, a des conséquences néfastes sur le tourisme sud-africain. Selon une grosse agence sud-africaine de safari, une compagnie d'assurance thaïlandaise a annulé un voyage dans la région du Cap pour ses 1500 employés, car récemment, 2 cas suspects ont dû être testés dans le pays. Lever de soleil sur la savane ou séance de bronzage au bord de la piscine. Pour certains touristes, l'expérience se résume en un mot, l'Afrique. Alors, quand à ces images se substitue celle d'un virus mortel et extrêmement contagieux, tous les pays du continent sont mis dans le même sac. Derrière ces inquiétudes sanitaires, il y a la notion que nous sommes tous les mêmes. Il y avait un sentiment similaire quand il y a eu des éruptions de violence au Kenya. C'est comme ça que persiste l'idée selon laquelle l'Afrique est un pays. L'épidémie d'Ebola est pour l'heure cantonnée à 4 pays frontaliers de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Libéria, Sierra Leone et Nigeria. Loin, très loin de là, l'Afrique du Sud, à plus de 6000 km de la Guinée. Autrement dit, Johannesburg est plus éloigné du foyer de la maladie que Paris ou Rio de Janeiro. Mais la géographie cède facilement à la psychose. Dans le doute, certains touristes préfèrent ne pas s'approcher du continent. La plus grosse annulation que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui, c'est un voyage de groupe de 1600 personnes qui devait arriver en Afrique du Sud le 9 septembre. Ils ont annulé il y a 2 semaines. Depuis, 10 ou 11 autres réservations ont été annulées. Les annulations de réservations restent encore limitées, mais si ce phénomène venait à se généraliser, il pourrait porter un coup sévère à l'économie sud-africaine. Le tourisme représente plus de 10% du produit intérieur brut. Ce jeudi, pour limiter les risques, le pays a annoncé fermer ses frontières aux voyageurs venant des 3 pays les plus touchés par Ebola. Et pour endiguer la maladie, le médecin britannique et coordinateur des Nations Unies pour Ebola entame une tournée dans les 4 pays touchés. Le docteur David Nabarro va s'enquérir des réalités sur le terrain en vue de pouvoir renforcer les services de santé en Guinée-Conakry, au Nigeria, en Sierra Leone et au Libéria.
Un sujet plus gai à présent. Il y aura du nouveau en Côte d'Ivoire. C'est l'organisation dans les prochains jours d'un concours Miss Albinos, une initiative de l'ONG Bien-être des albinos en Côte d'Ivoire. L'objectif est de démontrer que l'albinisme n'est pas un facteur de déshumanisation. Le concours Miss Albinos veut également inviter le grand public à prendre une part active à la cause des personnes albinos. Franck Quadio. Les albinos ou personnes souffrant d'albinisme, c'est-à-dire l'absence de mélanine, substance qui colore la peau. Ils sont perçus comme des personnes fragiles et exposées à toutes sortes de maladies. Il y avait un ami albinos, sérieusement il n'arrivait pas à supporter le soleil. Il avait du mal à voir, du mal à se tenir, en tout cas, bon, ils sont beaucoup fragiles en tout cas. Des opinions que l'ONG Bien-être des albinos en Côte d'Ivoire, en collaboration avec Orchidée International, entendent démentir. Un concours national Miss Albinos donc, pour mettre en exergue l'esthétique et la beauté de la femme albinos. Selon les initiateurs, ce concours vise à montrer et à démontrer que l'albinisme n'est pas déshumanisant. Vous savez, tous les jours, nous disons l'albinos, nous sommes marginalisés, nous avons des problèmes de cancer cutané, nous avons aussi des problèmes de vue, tout cela est vrai. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Les potentialités, les atouts, qu'est-ce que l'albinos aussi a? Et cet événement sera organisé sur l'étendue du territoire. Les conférenciers du jour ont bénéficié du soutien de la Fondation Salif Keïta Côte d'Ivoire pour les albinos. Cette élection Miss va participer à la sensibilisation sur l'albinisme, bien sûr. Ça va montrer que les albinos sont tout aussi capables que les noirs. Les albinos sont aussi beaux que les noirs, peut-être même plus, c'est possible. Et ils sont combatifs, ils peuvent arriver n'importe où. Le concours Miss Albinos Côte d'Ivoire est à sa première édition. Il aura les mêmes caractéristiques et règlements que le concours Miss Côte d'Ivoire. Les espaces verts du district d'Abidjan, jadis beaux, offraient quelques moments de répit pour des randonnées à pied. Mais aujourd'hui, le spectacle qu'offrent ces jardins est désolant. Les ordures y ont gagné du terrain. Ces parcs sont devenus impraticables avec des caniveaux bouchés à certains endroits. Pourquoi les espaces verts du district d'Abidjan sont-ils si mal entretenus? Que faire alors pour retrouver nos agréables jardins d'antan? Les réponses dans ce reportage de Herman Yamien et nous Sangaré. À Djamé, 220 logements, un espace vert en plein centre de la commune. Dans cet espace, des tentes dressées sur des égouts ouverts pour servir de latrines. C'est le triste visage que présente ce rond-point qui, autrefois, abritait la statue du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. Je souhaiterais qu'on apporte un changement véritable. Ce qui est là, c'est de l'à peu près. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un miroir de l'Afrique de l'Ouest. Alors il faut qu'on soit réaliste, on doit avoir le bon exemple. Pour les occupants de cet espace vert, cet aménagement vise à permettre aux passants qui ont des besoins pressants de se soulager. On a créé des toilettes pour que les gens viennent pisser. Voilà, maintenant, s'ils ont fait 50 qu'ils nous donnent pour qu'on puisse remplir les bouloirs, les aider aussi. Il y a d'autres là, lorsqu'ils viennent, ils ont envie de pisser, ils ne savent pas où pisser. Après la destruction de la statue, bon, le chemin était quasi impraticable. Donc c'est nous-mêmes, nous avons décidé d'entretenir le jardin. Souvent les latrines sont très éloignées. Et puisque ce sont des regards, je ne trouve pas de mal à uriner dans un regard en tout cas. Au boulevard Nangui-Abrogoua, le décor non plus n'est pas reluisant. Ici, on urine comme on veut, les ordures sont jetées ça et là, et certaines personnes s'autorisent même à y déféquer, malgré les pancartes interdisant ces comportements irresponsables. Ce qui ne me plaît pas ici, les gars viennent, ils descendent dans la voiture, ils commencent à pisser. Si on les parle, eux se prennent comme gros bras. Si tu peux mettre fin dessus, ça va nous arranger. J'ai mis interdit de pisser, mais tout ça là, quand tu vas appliquer, les gens vont voir que tu es méchant. Ce matin, bonheur vient jeter. Je suis là, je n'accepte pas. Les espaces verts contribuent à embellir les villes. C'est pourquoi ils occupent toujours une place de choix dans les plans d'urbanisme. Mais en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, la plupart des espaces verts dans les communes sont utilisés à d'autres fins et même quand ils existent, l'entretien fait très souvent défaut. La brigade de salubrité se bat comme elle peut, mais beaucoup reste à faire pour sauvegarder ces espaces verts.
Des manifestations anti-françaises à Bangui. Plusieurs centaines de personnes ont protesté contre la présence militaire française en Centrafrique. Après des heurts ces 2 derniers jours dans un quartier musulman de la capitale, les soldats français sont accusés de harcèlement contre les musulmans. Le bilan s'est alourdi au Japon après les glissements de terrain survenus à Hiroshima. 39 morts et 43 disparus. Les populations pointent aujourd'hui du doigt la réaction tardive des autorités. À Hiroshima, les recherches continuent après les glissements de terrain qui ont fait au moins 39 morts. 2500 pompiers, policiers et soldats des forces d'autodéfense sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver les 43 disparus. Dans la nuit de mardi à mercredi, des pluies diluviennes avaient provoqué des glissements de terrain au pied d'une montagne, forçant plus d'1 millier de personnes à trouver refuge dans les lieux publics de cette ville du sud-ouest du Japon. De violentes précipitations devaient à nouveau s'abattre sur la région. 45e jour du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Selon les secours palestiniens, 27 personnes ont été tuées après des bombardements de l'armée israélienne. Parmi elles, des hauts responsables de la branche militaire du Hamas, mortes dans la destruction d'un bâtiment à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Israël porte un coup sévère au Hamas. 3 commandants de la branche armée du groupe islamiste ont été tués jeudi à Rafah lors d'un raid aérien. Les frappes dans la bande de Gaza ont également tué au moins 26 Palestiniens, dont 4 enfants, et fait des dizaines de blessés. Mercredi soir, le Premier ministre israélien, se gardant d'infirmer ou de confirmer que le chef des brigades Al-Qassam leur avait encore échappé, avait déclaré que les dirigeants des organisations terroristes étaient des cibles légitimes. Les États-Unis horrifiés par la mort du journaliste américain James Foley. Le président américain appelle les gouvernements et peuples du Moyen-Orient à éradiquer le terrorisme. Barack Obama promet de faire le nécessaire pour que justice soit faite. La stratégie de l'horreur et de la terreur est l'arme la plus efficace des djihadistes islamistes. Elle s'inscrit dans une entreprise de propagande barbare. Après les frappes américaines, ils avaient prévenu la famille et l'ex-employeur de James Foley qu'il serait exécuté. La semaine dernière, la famille Foley a reçu un message des ravisseurs qui étaient pleins de haine contre les États-Unis qui bombardent les combattants islamistes. Ils ont prévenu qu'ils tueraient Jim. S'exprimant à Rochester devant les journalistes, les parents de James Foley n'ont pas mis la mort de leur fils sur le compte de la décision du président Obama d'effectuer des frappes. Ils ont rendu un hommage à James jusqu'au bout, courageux. Il a été très courageux jusqu'à la fin. Et je pense qu'il a accepté la situation. Il a accepté Dieu. Le département d'État américain a essayé de monter une opération pour porter secours à des otages américains détenus par les djihadistes islamistes en Syrie. L'exécution du journaliste américain a provoqué dégoût et colère dans les capitales occidentales. Un autre Américain, Steven Sofloft, est menacé. Obama, la vie de ce citoyen américain dépend de ta prochaine décision. Les gouvernements et les citoyens du Moyen-Orient ont notre soutien dans leur quête pour leur avenir. Il doit y avoir un effort commun pour extirper ce cancer afin qu'il ne se propage pas partout. C'est une entreprise terroriste qui a décidé d'asservir, d'annihiler, d'anéantir. Les djihadistes ont annoncé une guerre sans merci en semant la terreur. Au-delà de la mort de Foley, c'est la nationalité britannique de son bourreau qui inquiète et explique la mobilisation des puissances occidentales. Je pense que ce qui rend cette vidéo si horrible, c'est la façon dont elle est encadrée comme un défi aux États-Unis et que cela provient d'un Britannique. Un défi à la présidence américaine de changer la politique étrangère dans cette région. Reste que si les capitales occidentales sont horrifiées par cet acte et conscientes de la menace, le monde musulman, lui, reste impassiblement muet. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain, toujours sur RTI2.